Bienvenue sur le podcast littéraire du Haut de Plume, je suis Cyril. Et je suis Catherine. Aujourd'hui, un épisode interview et nous recevons Céline Wittschardt. Je viens de lui demander comment ça se prononce et voilà, mais catastrophe, c'est moi. Je suis désolée. Excuse-moi, Céline. C'est très très bien prononcé, merci beaucoup. Oui, alors, j'ai pris mon élan, voilà. Alors, on va faire un épisode assez spécial aujourd'hui où notre invitée n'est ni auteure, ni libraire, ni éditrice. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle est quand même partie prenante dans le monde du livre. Veux-tu bien te présenter, s'il te plaît, Céline ? Mais avec plaisir. Donc, moi, je suis cofondatrice de la médiathèque numérique accessible monalira.org qui est tenue par deux associations, Plein Accès Suisse et Plein Accès France, dont je suis également cofondatrice. Et cette médiathèque met à disposition des livres pour les personnes empêchées de lire les versions imprimées ordinaires du commerce en raison d'un handicap de lecture. Donc, c'est une association qui propose... on pense tout de suite, quand on pense à handicap de lecture, on pense peut-être prioritairement aux audiobooks, mais pas que. Il y a des audiolivres, mais il y a quel format aussi que vous proposez ? On en propose absolument pléthore. Donc, il y a, comme tu le disais, Catherine, les formats audio. Mais alors, c'est pas du MP3 classique comme ceux qu'on peut trouver dans le commerce. C'est un format qui est structuré, qui permet de naviguer dans un livre audio comme on naviguerait dans un livre papier par chapitre, par paragraphe, en mettant des signets, etc. Ce format s'appelle le format Daisy, comme la compagne de Donald. Et donc, c'est du Daisy audio, mais on a aussi ce qu'on appelle du Daisy full text, qui synchronise l'audio et le texte du livre en défilant le texte en même temps que l'audio est lu. On a aussi du Daisy texte et du braille numérique, qui sont lus par des dispositifs de lecture qui permettent de lire le braille de façon électronique pour les personnes braillistes. Et à côté de ça... Je t'interromps juste, alors, parce que je ne comprends pas comment ça marche. Pour moi, le braille, c'était une technologie où tu dois avoir le toucher pour pouvoir lire. Tout à fait. Alors en fait, il existe des dispositifs électroniques qu'on appelle des plages braille ou leur équivalent en plus petit format qui sont des bloc-notes braille. Et ces dispositifs produisent ce qu'on appelle du braille éphémère, c'est-à-dire qu'il y a des picots métalliques ou plastiques de bonne qualité qui montent et qui descendent pour former les cellules braille qu'on pourrait toucher sur papier si on lit du braille imprimé au fur et à mesure qu'on fait défiler le texte, en fait. D'accord. Donc ça permet de créer du braille pour tout ce qui est appareil électronique, que ce soit smartphone, tablette ou ordinateur. D'accord, très bien. Et du coup, on produit également ce format-là et on produit aussi des PDF et des EPUB 100% personnalisables avec notamment de la mise en page adaptée pour les personnes dyslexiques où on peut choisir de maintenir ou supprimer les marges, d'augmenter l'interligne de manière totalement fine et 100% personnalisable, de modifier l'espace entre les mots, entre les lettres, de choisir le type de police, de choisir la couleur du texte et la couleur du fond de la page, etc., et d'activer ou non, pour les personnes dyslexiques notamment, la coloration syllabique, qui permet de syllaber les mots. Évidemment que c'est une grande partie de ces personnalisations, coloration syllabique en moins et police dyslexie mise à part, sont très utiles pour les personnes déficientes visuelles en basse vision, qui lisent encore en grand caractère, par exemple. Bien sûr. Donc, il y a un petit peu tous les cas de figure, finalement, des handicaps de lecture, quels qu'ils soient, et pas seulement les personnes non-voyantes ou... Tout à fait. Notre objectif, c'est vraiment celui-ci, c'est de faire en sorte que sur notre plateforme, on trouve des livres pour l'ensemble des handicaps de lecture. On met aussi aujourd'hui à disposition quelques livres en langue des signes française, qui sont des livres vidéo, du coup, interprétés en langue des signes. C'est pas nous qui les produisons, ceux-là. Aujourd'hui, ceux qu'on met à disposition sont produits par les bibliothèques de Paris. Et on s'intéresse aussi à développer le fonds de catalogue en français facile à lire et à comprendre, et un espace facile à lire pour les personnes qui auraient plutôt des difficultés d'accès au texte en lien avec une difficulté d'ordre intellectuel ou cognitif, par exemple.
Alors, est-ce que ça veut dire reprendre le texte et le simplifier? Alors nous, on ne simplifie pas les textes. Alors, on ne modifie absolument pas, nous, en tant que structure adaptante, les contenus. En revanche, les livres qui sont labellisés français facile à lire et à comprendre, qui sont publiés comme tels, même dans le commerce, sont des livres, effectivement, dont le travail d'écriture a été réfléchi et vérifié par des comités de lecture des personnes concernées, de façon à ce qu'on soit sûr que le contenu textuel soit compréhensible par ce public. D'accord. Mais tout en étant un public adulte, parce que une des tentations qu'on pourrait avoir quand les personnes soit sont des apprenants dans la langue ou alors avec des déficits intellectuels, ce serait de dire peut-être partir sur de la littérature jeunesse, mais où la maturité d'un adulte, il ne va pas y avoir l'intérêt pour l'histoire. C'est tout à fait l'enjeu en fait de ce développement des collections faciles à lire et à comprendre et faciles à lire tout court, des espaces spécifiques en bibliothèque publique notamment, c'est que on a souvent tendance à renvoyer même les personnes qui apprennent le français vers des livres jeunesse parce que justement ils sont plus simples d'accès en termes de contenu, mais en termes de thématiques traitées, ça intéresse pas forcément le public. Exactement. Parce que quand on a 40 ans, on n'a pas forcément envie de lire Poppy. Enfin, voilà, c'est Poppy. Le premier exemple qui me vient, c'est certainement plus à la mode aujourd'hui, mais non, mais on voit l'idée. Je pense qu'on voit l'idée. On n'a pas envie de lire Poppy, même quand on connaît pas. Mais c'était rigolo Poppy dans les années 90. Mais quand on n'avait pas 40 ans. Oui, donc. Voilà, c'est ça. Bon, du coup, alors on va revenir sur les aspects techniques. On a plein de questions pour savoir comment ça marche, comment tu obtiens les textes, ce genre de choses. Avant d'en arriver là, peut-être en quelques phrases, qu'est-ce qui t'amène, toi, dans ton parcours, à travailler dans ce côté associatif, dans ce côté aide aux malvoyants, on dit comme ça, ou aux personnes en difficulté de lecture. Je ne sais pas trop comment dire. Si tu parles des personnes en difficulté de lecture, ça les touche toutes, disons. Oui, après, voilà. Ce qui m'a amené à l'associatif, vaste question. Je crois que je suis quelqu'un d'assez bougeaillon de manière générale, et surtout l'accès aux livres me touche à plus d'un titre. D'une part, moi je suis malvoyante de naissance, donc jusqu'à ma trentaine, j'ai jamais été vraiment confrontée à la difficulté d'accès aux livres parce que je voyais assez bien pour consulter des livres papier, des petits caractères, etc. Mais à partir de mes 30 ans, cet état de fait a changé et j'ai plus eu accès aux livres en petits caractères. Et du coup, j'ai été confrontée à la drastique diminution de l'offre par rapport à ce que j'avais l'occasion de consulter avant. Typiquement, ne plus pouvoir aller en librairie, acheter un livre sous quelque forme que ce soit, dans certains genres où on est quand même dans une grosse pénurie. Typiquement, la littérature de genre, c'est pas celle qui est le plus représentée en bibliothèque spécialisée parce que c'est pas le public majoritaire est essentiellement âgé, en tout cas parmi les personnes déficientes visuelles. Donc tu vas trouver le livre de Balzac, mais tu vas pas trouver quand même, là c'est un peu médisant parce qu'il n'y a pas que la littérature du terroir, les romans de Daniel Steele et c'est méchant pour Daniel Steele. Oui, mais on parle assez souvent de Daniel Steele dans ce podcast. Donc vas-y. Mais du coup voilà, il n'y a pas que les romans à l'eau de rose et la littérature du terroir. Heureusement aujourd'hui quand même les catalogues des bibliothèques spécialisées se sont quand même relativement étoffés. Mais c'est vrai que pour tout un tas de raisons, c'est sûr que si on voulait adapter l'épée de vérité, le cycle de l'épée de vérité de Terry Goodkind, plus de 20 tomes, oui, c'est sûr que faire appel à des bibliothèques qui travaillent avec des bénévoles donneurs et donneuses de voix, oui, on n'est pas rendu parce que probablement il y a des besoins un peu plus prioritaires que d'adapter un cycle de 24 tomes en heroic fantasy. Donc oui, là, je me suis retrouvée confrontée à ça. Un sondage, mais en tout cas, tu avais ressenti un manque et c'est sûr. Ça t'a donné donc tu t'es dit puisque je trouve pas, je vais les créer moi-même, quoi. En fait, j'ai été confrontée à ça et l'occasion s'est présentée de m'investir dans un projet qui mettait les livres à disposition puisque mon collègue Alex Bernier, cofondateur des deux associations à mes côtés, est venu me chercher le jour où une structure française qui faisait à peu près l'équivalent de ce qu'on fait aujourd'hui
a mis la clé sous la porte. C'était une structure associative également. Et on s'est dit, mais il ne faut pas que ce travail se perde, en fait, tout simplement. Et moi, je me suis dit, bah oui, bien sûr, allons-y. J'ai ma pierre à apporter à cet édifice. À cette époque-là, j'avais déjà un petit parcours professionnel derrière moi, dont en information documentaire. Et je me suis dit que c'était un super joli projet à développer. Et puis que surtout, il y avait beaucoup à faire, en fait. C'était quand, ça ? C'était en 2022, printemps 2022. Oui, donc alors c'est parce que l'association... Donc, printemps 2022, c'est là que vous fondez Plein Accès et Mona Lira. Alors, on a lancé l'association respectivement en France en avril 2022 et en juin 2022. Et Mona Lira, on a lancé la plateforme en mars 2023. Donc, il y a à peine plus de 2 ans. Ouais, donc c'est tout récent. Et puis alors bon, on y reviendra par la suite avec quand même une ascension assez fulgurante, notamment de votre fonds, enfin de la quantité d'ouvrages. C'est assez énorme. Avant d'en reparler de manière plus précise, on aurait bien aimé que tu nous parles un petit peu peut-être de toi et de ton parcours au départ de ta formation, de ce que tu as fait comme étude. Oui, parce que tu dis petit parcours professionnel, mais quand on lit le CV, on se dit ah ouais, quand même. Ouais, il faut savoir rester un peu humble. Oui, je crois que c'est important. Savoir aussi, ça nous permet aussi de comprendre ce qui t'amène. Bien sûr. Exactement. Donc, alors, pas un roman, mais... Non, alors je vais tâcher de le faire court parce que je suis comme Catherine, je parle. Mais pourquoi moi ? Je ne comprends pas cette réputation qui me colle au masque. Du coup, alors moi j'ai un parcours académique en lettres. J'ai réalisé un master en français et en histoire à l'université de Genève. Il y a de ça un peu plus de 10 ans maintenant, oui, largement plus de 10 ans en fait. Et en fait, j'ai toujours voulu travailler dans la transmission de l'information. J'ai toujours aimé la langue aussi, le français. Ça m'a toujours passionné. Et j'ai toujours aimé la transmission de l'information de manière générale. Donc, initialement, je me destinais pas mal à l'enseignement. J'ai enseigné d'ailleurs plusieurs années, non pas en tant que titulaire, mais en tant que vacataire, et puis beaucoup de remplacements, de cours apprendre à apprendre, etc. Accompagnement de travaux de diplôme, en français notamment. Essentiellement d'ailleurs peu en histoire. Et puis parallèlement à mon master en lettres, j'ai décidé de réaliser mon registre professionnel en tant que journaliste en presse écrite et multimédia. Donc j'ai fait mes études de journalisme en parallèle à ma dernière année de bachelor, ma première année de RP, donc registre professionnel en journalisme. Et entre le bachelor et le master en lettres, j'ai à l'époque pris une année sabbatique pour terminer mon registre professionnel de journalisme avant d'enchaîner avec le master. Et puis, du coup, j'ai après réalisé un parcours assez standard d'études pédagogiques dans l'idée d'enseigner, sauf que j'ai réalisé une année d'études pédagogiques. La seconde, j'ai jamais réussi à la réaliser parce que à l'époque, l'Institut de formation des enseignants était en totale refonte et c'était compliqué d'obtenir des stages entre la première et la deuxième année. Enfin, voilà. Je suspecte encore aujourd'hui que j'ai probablement un peu trop ouvert ma bouche en disant que probablement il y avait à l'époque, en tout cas, dans cette institution, des gens qui donnaient beaucoup de cours sur la manière dont on tenait une classe et qui n'avaient jamais eu d'élèves en face d'eux. Et ça n'a pas dû beaucoup plaire, mais je continue de penser qu'effectivement il y a beaucoup de théoriciens et théoriciennes dans ces études et des gens parfois qui n'ont pas beaucoup mis les pieds sur le terrain. Mais en attendant, c'était quand même des études qui m'ont apporté des choses intéressantes, mais pas la deuxième année de stage du coup. Oui, parce que cette deuxième année, il y a eu un barrage. Alors, alors nous ne rentrerons pas dans le débat. Ah non, mais on sait pas. Enfin, je ne sais pas pourquoi, mais et puis ça t'a comme ça m'a fermé les portes. Les blocages, ça ouvre d'autres portes et finalement, avec le recul, c'est pas mal. Donc, tu n'arrives pas à rentrer en deuxième année, tout à fait. Du coup, on est en quelle année ? Moi, j'aime bien ça. Ça devait être en 2000. Non, c'était bien avant 2000. Alors, en 2014, j'ai fini mon master en lettres, donc ça devait être en 2014. Il faudrait qu'on demande à nos invités de venir avec une frise chronologique. Oui, mais je trouve. Non, mais alors, pardon, c'est mon petit côté parfois obsessionnel. Non, mais j'aime bien savoir. Donc, nous sommes en 2014. C'était effectivement en 2014, a priori, donc parce que je terminais mon master en lettres à peu près en même temps que la fin de la première année d'études pédagogiques.
Donc du coup, comme tu ne peux pas poursuivre dans cette voie, tu t'orientes vers ta deuxième option, c'est un petit peu ça? Du coup, moi j'en avais déjà plusieurs parce que pendant mes études pédagogiques, je travaillais déjà, j'étais déjà en rédaction, je faisais du freelance, j'ai enseigné aussi le journalisme un peu en parallèle, j'étais un peu comme on disait il y a quelques années, c'est peut-être plus à la mode, slasheuse. Je combinais plusieurs tafs en même temps, ce qui était chouette, hein, moi ça me stimulait beaucoup. Et puis, du coup, j'ai pas fait cette deuxième année, j'ai quand même repostulé l'année suivante pour voir si j'obtenais un stage, toujours pas, donc là j'avais... Peut-être. Elle finira par passer. Du coup, j'avais de toute façon... Il y a ton portrait en salle des classes. Wanted. J'avais de toute façon prévu le coup. Je me suis dit, s'ils me reprennent pas en deuxième année cette fois-là, je m'inscris à la Haute École de Gestion en information documentaire pour compléter mon cursus. Et puis, moi, comme j'avais à la base une formation d'historienne, j'étais effectivement intéressée à l'archivistique. Donc, j'ai du coup entamé ce prérequis, à l'époque il s'appelait, oui, toujours prérequis d'ailleurs, au master en spécialiste en information documentaire, dans l'idée d'intégrer le master. Mais ce qu'on ignorait au moment de s'inscrire au prérequis, c'est qu'en fait, il n'y avait pas d'archivistique en master à Genève. L'archivistique s'effectuait dans un cursus je ne sais plus si dans les Grisons ou en Suisse alémanique. Mais du coup, j'ai fait le prérequis et je me suis dit, je ne vais pas aller faire mes études... Pas motivé d'aller dans les Grisons. C'est sûrement très beau. D'ailleurs, c'est très beau, je confirme. Beau, oui, mais faut parler romanche. Déjà, ce qui est quand même un handicap. Il n'y a pas de Duolingo, ne fait pas le romanche. Mais du coup, j'avais pas l'idée d'aller faire mes études au fin fond de la Suisse. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, on va continuer en information documentaire, on va continuer avec le journalisme. Et ce qui s'est passé 1 ou 2 ans après, c'était en 2010, même avant 2017, donc courant 2017, j'ai en fait mon glaucome de naissance, donc une déficience visuelle, qui fait mon glaucome a décompensé. En fait, j'ai ma tension oculaire qui a augmenté d'un coup, et c'était à partir de juin 2017. Donc les conséquences, c'est que, comme tu le disais, avant, tu arrivais à lire sur papier, avec quelques difficultés, mais pas d'aménagement particulier, j'imagine. Non, pas grand-chose. Parfois des agrandissements à au niveau scolaire, ça pouvait arriver, par exemple pour la biologie ou ce genre de choses. Et puis là, je me retrouve à devoir être multi-opéré, à faire 6 opérations en une année, et puis à perdre, suite à ces opérations, un peu de vision par rapport à ce que je voyais initialement. Et là, je perds la capacité à lire un livre imprimé du commerce en version petit caractère de poche. Et les grands caractères standards, je dirais les grands formats, pas les grands caractères, les grands formats du commerce me deviennent inaccessibles aussi. Évidemment, je suis quelqu'un d'assez axé solution, donc je réfléchis tout de suite aux livres audio, quels sont les prestataires, etc. Et à ce moment-là, je suis pas du tout dans l'idée de faire de l'associatif, je suis dans l'idée de créer mon entreprise et de me lancer avec les compétences que j'ai par rapport à la situation qui est la mienne à ce moment-là, puisque forcément... compte tenu de mes différents arrêts, de mon arrêt prolongé, des différentes opérations, etc., j'ai été, comme nous sommes dans un pays assez néolibéral, licencié du poste que je tenais en activité principale. Et moi, ça faisait un moment que le côté, l'idée d'entreprendre me titillait. Donc, je me suis dit que c'était une chouette occasion de se lancer et puis de se dire, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Mon idée initialement, c'était de devenir coach professionnel et d'accompagner les personnes dont la santé se détériorait ou qui auraient vécu un accident, etc., et qui devaient passer par le process de réinsertion professionnelle de l'assurance invalidité, parce que après l'avoir vécu, je me suis rendu compte qu'on est des fois difficilement accompagné dans ce processus et que parfois la manière dont on est accompagné ajoute des problématiques plutôt que d'en simplifier. Et je me disais que... Tu nous disais effectivement que tu avais eu quand même des commentaires de personnes qui n'étaient pas très... c'était ni encourageant ni bienveillant. Après, je pense que ça dépend beaucoup de plein de facteurs différents, mais c'est vrai que aujourd'hui, c'est très systémique et je pense qu'on se retrouve rarement à l'assurance invalidité en se disant « Ah, mais moi, j'ai plus du tout envie de travailler de toute ma vie entière, donnez-moi une rente avec laquelle on ne vivra de toute façon pas. » Et non, mais c'est vrai, les gens qui pensent... Surtout à 29 ans, quoi. Puis ouais.
enfin. Et en plus, on ne vit pas avec une rente de l'assurance invalidité. Ça, c'est un mythe qui, je ne sais pas qui a la peau dure, mais qui s'est ancré. Et je ne sais pas par quel colportage, parce qu'en fait, c'est impossible de vivre avec une rente pleine de l'assurance invalidité. On a forcément besoin de compléter avec d'autres revenus, que ce soit des services, des prestations complémentaires ou des revenus qui sont issus de nos propres gains si on a encore une capacité de travail. Et puis bon, au-delà de la question purement matérielle et financière, tu l'avais pas envisagé comme une option, enfin. Mais personne, je pense, envisage ça comme une option. Enfin, je veux dire, le travail, c'est le lien social, c'est les collègues, c'est, oui, puis je veux dire, aujourd'hui, la plupart des gens, quand on rencontre de nouvelles personnes, c'est alors tu fais quoi dans la vie ? Mais bien sûr. Qui a envie de dire, moi, je suis rentier ou rentière à l'assurance invalidité ? Évidemment, c'est très glorifiant pour chacun. Je veux dire, personne n'a envie de ça à aucun moment, ni à 50 ans, ni à 28, ni à 16. Et du coup, c'est vrai que moi je me suis dit allons-y, c'est pas grave, avec qui que ce soit, qu'on me soutienne ou pas, je vais monter mon projet. Donc je me suis lancée, je me suis reformée professionnellement en tant que coach professionnel. Et puis en fait finalement j'ai été assez vite rattrapée par mes compétences professionnelles antérieures, parce que comme j'étais en arrêt longtemps et avec des opérations tous les 1 mois et demi, 2 mois, je m'occupais entre-temps, vu que je suis toujours active, et j'ai fait pas mal de bénévolat. Et dans une de ces séances de bénévolat, j'ai été conviée à participer à un IDEAS Lab au CERN, qui mettait en place un événement avec des personnes déficientes visuelles et des professionnels du CERN et des professionnels de la basse vision de manière générale, pour rendre accessible leur exposition permanente. Et ce qui s'est passé, alors cette exposition permanente n'est peut-être même plus aujourd'hui en activité, parce que tout a été redéplacé dans le nouveau bâtiment, etc., à Meyrin, à Genève. Mais à l'époque, est-ce que tu peux juste clarifier ce que c'est qu'un ID Lab ? Bien sûr, alors moi, c'est le nom qui est employé, mais en gros c'est une espèce de laboratoire d'idées où on a fait des ateliers pendant 2 jours avec des professionnels du CERN, avec des professionnels en ergothérapie ou professionnels de la basse vision et des personnes déficientes visuelles, de façon à travailler ensemble en petits ateliers pour chercher des idées créatives, en faisant des petites maquettes, des petits prototypes, un peu comme un hackathon en informatique finalement, mais là sur des prototypes qui visaient à permettre une meilleure accessibilité de l'exposition permanente, qui était celle en cours à l'époque, qui s'appelait le microcosme. Et puis moi je trouve ça assez amusant, c'est créatif, c'est challengeant, on a un temps limité, etc. Et à la fin de la création de notre prototype, je leur ai dit, il faut qu'on pousse le truc jusqu'au bout. Maintenant on a notre petit prototype, ça serait chouette qu'on ait un petit audio guide qui explique comment fonctionne notre prototype. Comme ça, en plus avec l'audio, ce sera bien accessible pour les personnes déficientes visuelles. Donc je leur propose de vite faire ça un peu à l'arrache sur la fin de l'atelier, et ça a tellement plu qu'en fait on m'a dit, non mais Céline, il faut que tu fasses ça pour la description des maquettes tactiles de notre exposition, et puis on va te mandater pour faire ça, de faire de la vulgarisation scientifique au CERN. Et je me suis dit, waouh, c'est improbable. Mais, oui, c'est ça, tu ressors avec un contrat, merci les gars. Pas sur le moment quand même, mais du coup c'était génial. Et ça en fait, pète sur le CV quand même. C'était mon premier mandat. C'était incroyable. Et en plus, j'ai appris plein de choses, parce que j'ai été amenée à côtoyer quelques physiciens et physiciennes qui m'ont expliqué comment ça fonctionnait, quels étaient les tenants, les aboutissants, consulter une montagne de documentation, etc. Et puis, c'était vraiment de la vulgarisation scientifique, en plus de comprendre comment devaient être explorées les maquettes tactiles de l'exposition, parce qu'il y avait des maquettes en relief en fait qui montraient comment fonctionnait le LHC, par exemple le grand collisionneur de Hadron, et du coup, moi j'ai trouvé ça absolument passionnant. Et en fait, je me suis rendu compte avec ce mandat que là, j'avais une carte à jouer, parce que l'accès à l'information, ça a toujours été mon métier. Et en l'occurrence, j'avais à la fois l'expertise technique et l'expérience personnelle du handicap, donc l'expertise d'usage, en fait. Et je me suis rendu compte qu'à l'époque où j'ai créé mon entreprise, donc entre 2018 et 2019, il y avait
absolument rien qui se faisait en Suisse romande autour de ça. Il y a aucune formation sur la communication accessible, à quoi faire attention, les contrastes, etc. Donc je me suis formée sur le tas en allant chercher des guides sur à peu près toutes les plateformes possibles et imaginables, voir ce qui existait à gauche, à droite. Est-ce que ça existe dans d'autres pays ? En France, il y avait déjà quelques petites choses qui existaient, effectivement. Et puis, alors, il y avait quelques petits guides pratiques qu'on pouvait retrouver de façon éparse dans les sous-catégories de certains sites. Je pense à l'époque des guides qui étaient d'ailleurs pas si mal faits à la Fondation Asile des Aveugles de Lausanne, que j'ai pu retrouver d'ailleurs. Donc, peut-être qu'ils ont été retirés entre-temps. Mais c'est vrai qu'il y avait, en tout cas, aucune formation généraliste à l'égard, je dirais, des professionnels du graphisme, de la culture, etc. Et là, je me suis dit, mais ça, c'est pas possible, en fait, parce qu'il y a énormément de public qui peut être concerné, en fait, par ces améliorations, notamment des personnes qui arrivent sur l'âge et pour qui la vision va en diminuant, parce que, bon, moi, je m'amuse toujours de cette notion de handicap, parce que quand on est jeune et que ça nous touche au niveau des sens, que ce soit l'audition ou la vue, on parle d'un handicap, mais quand c'est l'âge, on dit que c'est l'âge. Sauf que foncièrement parlant, ça reste le même handicap en fait. Oui, et puis que les personnes plus âgées, elles peuvent avoir quand même des envies d'apprendre des choses et de se cultiver, oui. et de se stimuler intellectuellement. Oui, et de ne pas rester enfermé à la maison en regardant le plafond. Ce qu'on imagine d'ailleurs des fois des personnes en situation de handicap. Hein. C'est assez rigolo. C'est affligeant, comme à chaque fois qu'on est dans les choses un peu exceptionnelles de la société. Enfin, je dis exceptionnelles justement. Tu as une idée de combien de personnes ça représente ? Oui. Les personnes en situation de handicap globalement, tu dis, oui, oui. C'est 1,8 million de personnes en Suisse, hein, c'est 22% de la population. Tout handicap confondu, en sachant que 80% des handicaps sont des handicaps invisibles. Quand on parle handicap, ça peut être des maux de dos chroniques, ça peut être le diabète, ça peut être une sclérose en plaques qui ne se voit pas encore. Et puis après, évidemment, tu as les handicaps sensoriels, les handicaps auditifs du coup et visuels, les handicaps plutôt d'ordre intellectuel, les troubles du neurodéveloppement, tout ce qui est dyslexie, troubles du spectre de l'autisme, troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité. Et puis évidemment celui que tout le monde connaît, le handicap physique. Oui. Parce que c'est celui qui est visiblement le plus représenté. Ça touche 750 000 personnes en Suisse, grosso modo. Alors que le handicap visuel, qui ne se voit pas toujours d'ailleurs, touche 4% de la population, environ 375 000 personnes. Ah, mais c'est quand même énorme. Ouais, c'est ça, on est loin de la niche quand même. C'est sûr. Ouais. Et puis la très grande majorité de ces personnes sont des personnes qui sont ce qu'on dit en basse vision, c'est-à-dire qu'elles voient entre 40% de vue et 5% qui est la limite de la cécité légale selon l'Organisation mondiale de la santé. D'accord. Donc, le chiffre complètement arbitraire d'ailleurs. Je pense parce que, enfin, je pense pas. Je suis pas médecin. Je peux pas dire grand chose à ce sujet. Après, c'est intéressant parce qu'à 5% de vision, les gens peuvent encore, selon quoi, percevoir des ombres ou des contours. La perception de la lumière, par exemple, ou de l'obscurité, arrive à savoir quand il fait jour ou nuit. Et après, comment est-ce qu'on a défini ce 5%? Là, j'ai pas la réponse. Ouais, parce qu'il n'y en a pas, probablement. Oui, mais je pense effectivement que, comme dit Cyril, certainement quelque chose d'arbitraire, parce qu'à un moment donné, il faut mettre une limite, j'imagine. C'est une bonne question. Il faudrait demander ça à un ophtalmologue ou à un spécialiste. À part pour des considérations légales et de remboursement ou de rentrer dans une case ou une autre, quel est l'intérêt finalement ? À partir du moment où tu es gêné et que tu n'arrives plus à avoir une vie intellectuelle, de curiosité sur des choses un peu visuelles, il faut trouver une autre façon de faire probablement. Et on les cherche, ces moyens de pouvoir accéder, que ce soit par l'audio-description à la télévision ou au cinéma, les livres audio en braille ou en grand caractère. Tu as vu une progression comme ça dans les outils qui sont à votre disposition depuis quelques années, j'imagine ? Clairement, il faut dire qu'aujourd'hui, typiquement, l'IA est souvent pointée du doigt
doigt en disant « Ouh là là, c'est dangereux, où va-t-on avec cette IA ?» L'IA, ça, c'est plein de promesses pour les personnes qui ont une déficience visuelle. Aujourd'hui, tu donnes une photo, par exemple, à Seeing AI, qui a été développé, qui est aujourd'hui possédé par Microsoft. Mais ça te fait une description d'image, un truc incroyable. En fait, tu peux faire une photo de ton environnement et l'IA te dit exactement ce qu'il y a sur la photo. Et ça marche incroyablement bien. Alors puis même des modèles comme ChatGPT, etc. Alors là, on rigole des fois parce que comme ça a été quand même bridé pour pas qu'on puisse lui demander n'importe quoi, pour que ce soit très politiquement correct, c'est des fois compliqué de lui faire dire à ChatGPT, c'est une anecdote mais c'est amusant, que sur la photo il y a 3 personnes racisées afro, tu vois, parce qu'en fait il n'a pas le droit de le dire, il n'a pas le droit de le dire, mais tu dois expliquer que tu es aveugle et que tu vois pas la photo et que tu as besoin de savoir qui spécifiquement, est-ce qu'il y a que des personnes caucasiennes sur la photo, parce que si tu veux illustrer, alors moi j'utilise pas ça, mais un ami qui voit pas m'a fait la remarque. Mais du coup parce qu'il fait passer l'information, il paraphrase En fait il a dû demander plusieurs fois à ChatGPT et à la fin il lui dit mais bon sang, je suis aveugle, j'ai besoin que tu me dises j'ai besoin que tu me précises spécifiquement cette information parce que c'est utile pour la manière dont je vais l'intégrer dans mon texte. Et là, ça a fonctionné. Oui, au bout d'un moment, il a quand même réussi à lui faire dire, mais c'était compliqué d'obtenir l'information. Oui, mais alors comme tu I'm dis... afraid I can't do that, Dave. 2001, tu sais, quand tu lui demandes d'ouvrir les portes. Ça, t'as pas la référence. Mais j'ai la référence, tu sais bien. J'ai que des références à SF et tu n'en as pas. Oui, mais je suis pathétique, mais garde-moi quand même comme c'est Kubrick. Partenaire, s'il te plaît. On se complète bien. C'est ça, avec moi qui n'ai aucune référence et toi tu les as toutes. Reprenons le fil, Céline, si tu veux bien. Tu étais donc au CERN et c'est là où tu découvres finalement ton potentiel sur ce terrain-là. Exactement. Ouais, okay. Et du coup, je me suis lancée sur ce terrain-là. Je me suis dit que j'allais mettre un peu de côté le coaching, ce que j'aime toujours faire à mes heures perdues, mais que je fais nettement moins aujourd'hui, et me dire je vais développer en fait une offre de formation à la communication accessible pour les milieux culturels, essentiellement parce que ça c'est un peu mes affinités personnelles. Je trouve que j'aime bien la culture et j'aimerais bien qu'elle me soit bien accessible. Donc du coup, j'ai décidé de m'investir dans ce milieu-là, en accompagnant les musées, les bibliothèques plus récemment sur l'histoire de ma vie, mais les musées, les festivals, les théâtres, que ce soit dans la création de contenu d'information, comme dans l'accueil des publics en situation de handicap et particulièrement en situation de handicap visuel. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, il y a plein de choses que je suis en mesure de pouvoir faire aussi, notamment accompagner la création de médiation culturelle accessible, par exemple pour les musées. Et là, j'ai travaillé il y a quelques temps en arrière avec par exemple le Jardin botanique de Genève pour la nuit des musées de l'année dernière d'ailleurs, création de médiation tactilo-sensorielle autour des mousses, spores et champignons dans l'idée que ce soit accessible à tout le monde. Voilà, en pratique, donc, par exemple donc c'est des mandats en fait, mandatés par le musée, et puis toi ton rôle c'est de créer alors moi j'accompagne, je crée pas le projet parce que je les laisse travailler quand même, mais mon rôle c'est d'accompagner le projet, de les former, de leur dire voilà, ça c'est les bonnes pratiques, pourrait, sur la base de ce que vous envisagez de faire, je vous suggère d'aller plutôt dans cette direction-là plutôt que dans telle autre. J'accompagne tout au long de la création pour être sûr que ça soit conçu de manière accessible dès le début, parce que ça c'est toujours un gros problème dans les projets avec l'accessibilité, c'est que souvent on est concerté, les milieux qui doivent valider, moi je suis pas forcément je ne labellise pas, donc, mais par contre même dans l'architecture il arrive assez régulièrement encore que pour la validation finale d'un projet, on s'intéresse aux questions d'accessibilité en bout de course. Oui, c'est ça. Et du coup, forcément, à ce moment-là, tous les problèmes qui auraient pu être repérés et réparés bien avant la finalisation du projet sont soit impossibles à rattraper, soit demanderaient un surcoût absolument conséquent, que ce soit pour un site
site web ou n'importe quel autre type de contenu à rendre accessible. Et ça, du coup, c'est un vrai problème. Donc moi, je m'agite activement pour justement faire en sorte que l'accessibilité d'un projet soit mise au cahier des charges et soit réfléchie en même temps qu'on travaille sur la création du projet, bien avant sa concrétisation finale. Ce qui est plus efficace pour tout le monde. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi la question, comme tu disais, du coût, j'imagine, si on l'anticipe à l'avance. En fait, si on Pardon. Mais si on l'anticipe, en fait, ça génère pas tellement de surcoût. Ça va être pris en compte avec tout le reste. En fait, tu peux même le budgéter. Mais par contre, si tu viens à la fin, moi j'ai eu des cas comme ça, et d'ailleurs des mandats que j'ai refusés de gens qui me disaient nous on est à 3 semaines de l'impression de panneaux pédagogiques, donc tout est déjà acté, finalisé, il y a plus moyen de rien faire, hein, grosso modo. Et puis en gros on me contacte en me disant vous pouvez valider que c'est accessible ou pas. Je dis non, parce que là vous allez rien pouvoir faire. Si je vous dis votre support il est brillant, il est pas mat, la taille de vos panneaux elle convient pas, vous avez déjà tout votre matériel, etc. Évidemment. Ça n'a aucune espèce de sens en fait. Donc non, je n'entre pas dans le projet dans cette phase-là. Ça n'a aucune espèce d'utilité d'entrer en projet en phase finale. Donc ça, cet accompagnement, tu fais encore... Oui, bien sûr, oui, ça fait partie de... Ça, c'est mon métier, effectivement, ça fait partie de mes activités d'entreprise en freelance, exactement. D'accord. Et à côté de ça, donc si on continue un petit peu notre frise chronologique à laquelle vous aurez tous compris que je tiens, je ne la mettrai pas dans les notes, juste pour dire. Je suis déçue, j'ai pourtant fait des appels du pied, tant pis, je la garde dans ma tête. On en arrive à peu près au moment que tu évoquais tout à l'heure, avec la rencontre avec Alex. C'est juste. C'est juste. C'est à ce moment-là, donc tu es au Festival littéraire de Strasbourg consacré à la littérature accessible. Nous sommes à l'été 2021. C'est ça. Tout à fait juste. Ah oui, tu y tiens. Non, mais je dis, j'arrête. Voilà. Non, mais je suis sûre que il fait beau. Et... oui, c'est vrai, il fait beau. Et donc, tu rencontres d'abord une éditrice spécialisée. Alors, je regarde mes fiches en même temps. Une éditrice spécialisée dans les livres jeunesse adaptés aux enfants aveugles et malvoyants. C'est ça, c'est juste. Elle t'invite à la maison. Parce que t'es sympathique. Ouais, je crois. Partons en vacances ensemble, je suis absolument pas étonnée. Et là, tu rencontres donc Alex. Exact. Alors, vas-y, raconte un petit peu cette rencontre. Parce que ça a été assez décisif pour la suite. Oui, en fait, c'était un peu un coup du hasard, hein, j'ai envie de dire. Mais effectivement, je rencontre Alex en vacances, totalement improbablement. Alors, ce qui est amusant, c'est que la déficience visuelle est un petit milieu. Et en l'occurrence, je connaissais Alex de nom à ce moment-là, puisqu'il travaillait dans le cadre de l'association dont il était directeur à l'époque, avec la bibliothèque spécialisée genevoise qui travaille dans l'adaptation de livres pour les personnes en situation de déficience visuelle, entre autres, pour laquelle moi j'avais un mandat de communication en fait. D'accord. Donc du coup, j'avais déjà entendu son nom, mais je ne le connaissais pas. Mais je ne l'avais jamais croisé, etc., lui étant parisien. Et du coup, là, je le rencontre en vacances et je me suis dit que ça ne manque pas de sel quand même. Et, autour d'un petit rosé dans le sud. Oui, voilà, c'était un peu... Dans les faits, c'était à peu près ça. Mais c'est comme ça que les plus grands projets naissent. Il faut toujours autour d'un verre de vin. Et du coup, c'est vrai que là, il ne faut pas que les enfants entendent ça. Non, mais voilà, nous n'étions pas alcooliques. Etc. Tout à fait. Et du coup, c'est vrai qu'on s'entend bien. On parle, forcément, on parle de nos j'allais dire, combats respectifs, de nos activismes respectifs, et puis de nos investissements respectifs, notamment de notre attachement à la lecture et au fait qu'elle soit accessible pour tout le monde, etc. Et du coup, voilà, on s'entend très bien. Et du coup, on garde contact, on devient très proches. Et
En avril 2022, il vient me chercher parce qu'entre-deux, l'association dont il était directeur a été mise en liquidation côté français. Et du coup, il me dit il faut pas que ce qui se faisait au travers de cette association tombe et finisse dans les limbes. Il faut qu'on continue et qu'on remonte un projet de façon à ce que on puisse continuer à faire de la recherche et développement, qu'on adapte des livres qui ne sont pas du tout adaptés aujourd'hui pour aucune personne qui a des difficultés de lecture et qui ne peut pas y accéder dans le commerce. Je pense par exemple à des guides de voyage, à des livres de recettes, à des livres scientifiques, etc., etc. En fait, tous ces livres qui sont des livres à maquette complexe dans le jargon éditorial ne sont aujourd'hui pas du tout ou extrêmement peu adaptés pour les personnes qui ont des handicaps de lecture. Et ça, on s'est dit, mais il faut vraiment qu'on puisse faire quelque chose. Donc, on a lancé l'idée de l'association et l'association du même coup en avril et juin 2022. Et pendant 8 mois, on s'est attelé à créer la plateforme numérique qui allait accueillir ce catalogue de livres, à réfléchir à comment on allait l'appeler, à réfléchir comment on allait la lancer d'un point de vue communication, comment l'implémenter dans le milieu existant. Et du coup, voilà, ça c'était le travail, je dirais, de fond. Et simultanément, excuse-moi, je te coupe, simultanément en France et en Suisse. Tout à fait. Puis en fait, la plateforme est numérique, donc du coup, on peut y accéder partout dans le monde. À partir du moment où on lit des livres en français, techniquement parlant, on peut répondre à l'offre. Oui. Et aujourd'hui en français, mais à un moment donné, dans les années à venir, probablement dans d'autres langues aussi. Parce que là, vous avez des adhérents hors Europe, au Québec. Alors, au Québec, on est en train de commencer à développer certaines petites choses, notamment avec le milieu éditorial, qui me réjouit beaucoup. Et effectivement, on a des personnes qui nous ont contactés aussi du Maghreb. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de francophones effectivement. En Afrique également. Et puis même en Belgique, tu vois, on n'est pas implanté en Belgique, mais on a effectivement quelques abonnés en Belgique. Donc oui, l'idée, c'est vraiment d'essaimer partout, et puis même potentiellement dans des pays non francophones où des personnes lisent en français. Bien sûr. Ça, c'est tout à fait une possibilité. C'est le bon moment pour décrire en termes simples ce que c'est que cette plateforme finalement. C'est un abonnement, puis tu as accès à tout ton catalogue. Comment ça marche ? Alors, en fait, si tu veux, pour les bénéficiaires qui s'inscrivent de manière individuelle, donc qui sont directement concernés par un handicap de lecture, l'inscription est totalement gratuite pour accéder à l'ensemble du catalogue de livres, puisque finalement, Monalira, c'est un catalogue en ligne, comme un catalogue de bibliothèque publique, sur lequel tu peux faire ta recherche de manière simple ou avancée, avec des filtres, etc., en fonction de ce que tu cherches. Et pour s'inscrire à Monalira, il faut pouvoir attester d'un handicap de lecture. Donc, du coup, tu vas remplir d'abord un formulaire sur la page d'inscription avec tes données de base, un nom, prénom, etc., mail. Et ensuite, quand on aura reçu ce formulaire, on envoie aux personnes qui nous en ont fait la demande une demande de justificatif. Ce justificatif, ça peut être une carte d'invalidité, ça peut être un certificat médical de l'ophtalmologue ou du spécialiste, ou un bilan logopédique, par exemple, ou orthophoniste. Ça peut être 1001 documents officiels. Ça peut même être un document de l'école qui atteste que l'élève a des besoins particuliers en termes de lecture, un bilan TDAH, etc. Et donc, du coup, une fois qu'on a vérifié ce justificatif, qu'on est dans l'obligation légale de vérifier, la personne, on lui fournit ses identifiants et mots de passe qui lui permettent de télécharger l'ensemble des titres de notre catalogue à l'envie de manière gratuite et illimitée. Ça, c'est pour les livres. Après, en dehors de l'offre de livres, aujourd'hui, on en compte plus de 50 000. Donc, en 2 ans, on est passé bibliothèque active en Suisse romande dans le milieu spécialisé qui a le plus grand nombre de livres en termes de production propre. Ouais, donc ce qui est exceptionnel. Enfin, c'est super. Après, c'est pas une compétition de savoir qui produit le plus non plus. Non, mais c'est satisfaisant quand même. C'est ultra satisfaisant, c'est sûr. Ouais. Et puis bon, après, en même temps, c'est vrai qu'on produit beaucoup parce qu'on produit avec de la voix de synthèse de haute qualité et que c'est pas la manière de produire des autres institutions du domaine qui produisent avec des lecteurs et lectrices bénévoles. Donc ça explique aussi le fait que dans les autres bibliothèques, les 2 bibliothèques confondues, elles produisent un peu moins de 2000 livres à elles 2 par année. Puis nous, on en est à entre 200 et 250 par semaine. Mais parce que c'est pas le même processus de production, tout simplement. C'est pas une question de qualité.
Et je m'égare, du coup. Non. Le catalogue de livres est du coup 100% gratuit. Et ce que je disais, c'est qu'à côté de ça, on propose également un kiosque avec des revues, journaux et magazines. Aujourd'hui, essentiellement des titres français, qui, lui, est payant. Alors, ça dépend, il y a plusieurs sortes d'abonnements. Le moins cher étant à 5 francs par mois et le plus cher étant à une vingtaine de francs par mois et donnant accès à l'ensemble du catalogue. Donc, en gros, grosso modo, pour 220 francs par an, tu accèdes à plus de 35 journaux et on va pas faire augmenter le prix du catalogue au fur et à mesure qu'on ajoute des nouveaux titres. Donc, parce que l'idée, c'est qu'on est une association à but non lucratif et reconnue d'utilité générale en France et que du coup, l'objectif, ça n'est pas de faire trinquer les bénéficiaires finaux. Et Bien à sûr. côté de ça, on a d'autres œuvres qui, elles, sont à destination des bibliothèques publiques. Et ça, c'est parce que ça, c'est un de nos gros combats. Donc, je suis contente d'en parler. Oui, c'est que... on veut y venir. Je te laisse y venir. Du coup, non, si tu... non, je t'en prie. Non, vas-y. Parce que c'est vrai que autant on s'adresse aux bénéficiaires finaux directement, qui sont directement concernés par le handicap, autant nous, notre objectif, c'est de faire sauter les barrières du spécialisé et de faire en sorte que la lecture adaptée arrive en bibliothèque publique. Parce qu'aujourd'hui, la situation telle qu'elle existe à l'heure actuelle, c'est-à-dire des bibliothèques spécialisées pour les personnes qui ont des besoins de lecture particuliers, c'est purement équivalent à l'apartheid, en fait. C'est encore pire que l'époque où on disait aux gens « asseyez-vous au fond du bus ». Non, nous, on ne nous dit pas « asseyez-vous au fond du bus », on vous dit « prenez le bus d'à côté ». Ouais. Et il faut aller dans un... il faut aller dans un établissement spécial. Donc, en gros, ça invisibilise complètement la problématique du handicap de lecture, puisque du coup, les personnes qui ont des besoins spécifiques en la matière doivent aller ailleurs qu'en bibliothèque publique. Donc, sont extraits de la société civile ordinaire pour aller lire ailleurs, là où on ne les voit pas, on ne les entend pas, elles font pas de bruit et en même temps, elles n'existent pas. En d'autres termes, le but, ce serait... Si je suis malvoyante, j'emménage dans une ville, je vais m'inscrire à la bibliothèque de la commune comme n'importe quelle personne, quel que soit son handicap ou non-handicap, et j'ai accès au catalogue, ce qui est d'autant plus... réalisable qu'en plus le catalogue est numérique. Bien sûr. En plus, on n'est pas en train de proposer aux bibliothèques d'acheter un fonds de livres. Ça prend pas de place physiquement, c'est ça. Où est-ce que ça frotte du coup, puisque c'est un combat? Tu parles d'un combat. C'est un combat parce que y a encore. Alors, je pense que les bibliothèques sont plutôt ouvertes, mais alors, nous c'est tout récent. Puis en fait, historiquement, ça n'existe pas cette démarche-là en Suisse romande. Nous, on bouscule beaucoup les codes par rapport à ça, parce que justement. Jusqu'ici, le système est totalement différent. On fait venir les gens du public vers le spécialisé. Et nous, on veut faire l'inverse. En gros, on œuvre à notre propre disparition, ce qui, en tout cas, à mon sens personnel, devrait être le but de n'importe quelle association. Parce que je pars du principe qu'une association, elle pallie les manquements que ne prennent pas... Enfin, elle pallie les manquements de la société civile et que le politique, peut-être de manière générale, n'applique pas encore. À partir du moment où c'est entré dans la société, trouve-toi un autre but à ton association ou fais autre chose. Mais finalement, l'associatif se bat pour faire valoir les droits ou pour se mobiliser autour d'une cause qui n'est pas forcément assez soutenue sur le plan civil de manière générale. Oui. Et du coup, moi je me dis que le jour où on aura intégré ces livres dans les bibliothèques publiques, une grande partie de notre mission sera réalisée. Après, nous, on pourrait continuer à les adapter, à être organisme producteur et à former aussi les bibliothécaires sur les différents supports à utiliser pour les lire, etc. Parce qu'il y a des applications dédiées et autres. Mais a priori, non, ça ne devrait pas trop coincer parce qu'au contraire, on obtient plutôt des retours assez favorables en fait, des bibliothèques, mais on se rend surtout compte que aujourd'hui, en Suisse, on part surtout d'une situation de grande ignorance, en fait, des professionnels, de tout le monde. J'ai l'impression, quand on y réfléchit, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le fait que le catalogue soit présent dans toutes les bibliothèques, ça permet aussi d'informer de son existence les personnes concernées, parce que
je me dis, à contrario, quelle est la plus-value pour une personne avec un handicap de lecture d'aller dans une bibliothèque plutôt que d'aller sur son ordinateur, sur votre site et récupérer le bouquin? Alors je pense qu'il y a quand même des plus-values aussi aux bibliothèques historiques. Hein. Typiquement, elles envoient des CD avec une franchise postale spéciale qui s'appelle Secogram, qui est envoyée gratuite. Ça permet les envois et les restitutions gratuites de CD. Donc pour les personnes qui ont des difficultés à se déplacer ou qui sont pas à l'aise dans les déplacements, ça peut être une vraie plus-value. Après, il y a aussi aujourd'hui des applications qui existent qui permettent aussi d'utiliser les livres des bibliothèques sonores directement sur son smartphone ou sa tablette. Enfin, ces bibliothèques sont pas restées à l'âge de pierre, heureusement d'ailleurs. Et je les utilise aussi, donc c'est tout bien. Sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas une offre à destination des bibliothèques publiques par ces structures-là. Et là, donc ça nourrit malgré tout un système en silo. Oui. C'est-à-dire les personnes concernées par certaines difficultés de lecture d'un côté et les personnes qui n'ont pas de difficultés de lecture de l'autre. Et je pense que ça, c'est une problématique parce que ça ne contribue pas à une société inclusive. Aujourd'hui, on utilise le mot inclusif à tout bout de champ. Mais en ce qui concerne le handicap, il y a toujours beaucoup de peur de beaucoup de gens d'ailleurs, et beaucoup de tabous en lien avec ça, parce que les gens voient souvent le handicap avant toute chose. Enfin moi je le vois bien depuis que je suis utilisatrice d'une canne blanche, c'est-à-dire depuis moins de 7 ans, je vois bien le regard des gens a changé sur moi. L'attitude des gens change. On voit le handicap avant Oui. de voir la personne en fait, mais la canne blanche ne fait pas qui je suis et mon handicap ne me constitue pas en fait. Derrière mon handicap, il y a un assez long CV, comme l'a dit Cyril. Et puis à côté de ça, il y a plein de choses. Je suis quelqu'un il y a toute la personne à connaître. C'est ça. Du CV, il y a ce que tu es. Et puis, tu sais, je disais. Avec toi, même si tu as une canne blanche. Mais heureusement, d'ailleurs, j'en ai quand même quelques-uns, des amis. Et puis des amis de très longue date et des amis tout à fait valides, entre guillemets. Je déteste ce terme. Lui aussi, il est exclusif. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, parmi mes amis, j'ai des gens de pléthore d'horizons différents qui habitent aux quatre coins de la Suisse romande. Moi, j'ai été en école inclusive. Je veux dire, j'ai fait un peu de spécialisé quand j'étais au primaire avec une demi-journée par semaine parce que c'était une condition sine qua non à l'époque pour que j'intègre l'école primaire, l'école publique. Oui, c'était au début des années 90. Donc voilà, c'est l'école inclusive, ça n'existait pas encore vraiment sur le papier. Et du coup, ça a été une grosse lutte pour mes parents de me faire rentrer à l'école publique. Mais c'est une lutte, heureusement, qui a porté ses fruits. Et qui t'a donné cette envie de prolonger cette inclusivité dans tous les registres de la société. Mais c'est sûr, parce que je pense que la différence, c'est une richesse. Puis en fait, moi, je trouve ça un peu... dire oui, promouvons la différence, mais tout le monde est différent, en fait. Il n'y a pas une personne semblable. Je veux dire, il y a des personnes qui portent des lunettes, d'autres qui n'en portent pas, des personnes petites, des personnes grandes, des personnes âgées, des personnes jeunes, des personnes qui se déplacent à mobilité réduite et d'autres qui se baladent à pied. Et c'est la multiplicité des gens. Moi, je suis assez triste de voir qu'aujourd'hui, on est dans une société qui cherche à étiqueter à peu près tout le temps. Même dans les minorités de genre, etc. Je me dis, mais en fait, à force de vouloir chercher tout le temps des étiquettes pour tout, on en oublie qu'avant toutes les micro-étiquettes qui peut-être sont nécessaires pour certaines personnes, pour sortir d'un tiroir, etc. Mais en même temps, je trouve que d'un côté, ça permet de cloisonner en micro-communautés, et d'un autre côté, c'est très cloisonnant, justement. Ça crée la défiance. Et ça te définit par une certaine partie de toi qui est très réductrice. C'est ça. Mais c'est pareil dans la communauté LGBT, c'est pareil pour plein de choses, alors qu'on devrait penser à l'étiquette macro, genre on est tous humains et humaines. Alors évidemment, on peut être que 100% d'accord avec toi, mais j'avais envie de dire qu'en même temps, cette étiquette qu'on peut te coller à la peau, elle te permet justement de mettre en lumière que cette différence existe et que l'inclusion dans la société civile au global de ces personnes en situation difficile finalement, on n'y est pas encore, quoi. Et donc ça te permet de mettre cette lumière, le fait qu'on t'étiquette comme déficiente visuelle par exemple.
C'est vrai. Mais je comprends. Oui, dans une espèce d'étape pour arriver au moment où il est idéal. Dans un monde où il n'y a idéal, plus on besoin de ces ne étiquettes. devrait pas avoir besoin de cette association, mais heureusement que tu l'as fait exister finalement. Et heureusement pas toute seule, hein, parce que c'est vrai que je ferais difficilement combien exister. Aujourd'hui, au comité, nous sommes 4, mais dont une personne à Quimper, donc elle est peu active sur, forcément, voire pas active du tout en Suisse romande, vu son éloignement géographique. Et alors là, on aura tout prochainement notre assemblée générale le 24 mai prochain, donc notre comité va s'étoffer et si tout va bien, on devrait. Après, en termes de membres actifs, on est plus nombreux, on est plus d'une 30aine. Mais au comité, on devrait être 5-6 et plus Alex et moi qui normalement allons sortir pour pouvoir continuer à être très actifs sur le terrain. Ok, si on revient côté littérature, je suis auteur, j'ai envie que mes titres soient disponibles dans ce catalogue Mona Lira. Comment je m'y prends ? Alors en fait, c'est très simple. Nous, on travaille dans un cadre légal très spécifique qui est l'exception au droit d'auteur pour les personnes en situation de handicap, qui est barbarement l'article 24 alinéa C de la loi sur le droit d'auteur en Suisse. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne paye pas de droits d'auteur, on paye des droits d'auteur chaque année à Proliteris, donc les auteurs en Suisse sont rétribués. Mais techniquement parlant... en France de la Sofia Alors en France, ils ont un régime différent. En France, les adaptations pour les personnes en situation de handicap sont complètement exemptées de droits d'auteur. C'est législatif en fait. Ils n'ont pas le même système d'exception. Mais du coup, techniquement parlant, si on achète vos livres papier, on n'est même pas obligé de mentionner aux auteurs les bibliothèques typiquement qui travaillent avec des donneurs et donneuses de voix. Beaucoup d'auteurs et d'autrices ne sont pas forcément au courant que leurs livres sont adaptés. Mais ça, c'est le cas en Suisse Ouais, aussi. mais alors en France, c'est différent parce qu'en France, il y a une plateforme nationale qui est gérée par la Bibliothèque nationale de France qui s'appelle Platon comme le philosophe, et où les éditeurs déposent en fait les fichiers sources pour que les structures adaptantes, et il y en a pléthore en France, puissent adapter. Nous, on fait aussi partie on a besoin d'un agrément spécial pour pouvoir utiliser cette plateforme qu'on possède également avec Plein Accès France. Donc du coup, on adapte les titres français avec Plein Accès France et les titres suisses. C'est plus compliqué parce qu'en Suisse, on n'a pas de plateforme justement centralisatrice comme elle existe en France depuis plus de 15 ans. Et du coup, alors nous, comme on travaille exclusivement en numérique, on contacte littéralement une à une les maisons d'édition qui pour leur expliquer notre travail, ce qu'on fait, et pour nous demander de nous fournir les fichiers sources des ouvrages de façon à ce que nous ensuite, alors c'est pas nous, c'est mon collègue Alex pour le coup à la technique, parce que moi je ne suis pas du tout technicienne, qui à partir des PDF ou EPUB ou Word selon la taille de la maison d'édition et sa façon de procéder, qui sont dans leur version bon à tirer, donc version finale avant impression ou EPUB éventuellement commercial quand la version existe, va transformer ce fichier sans altérer aucunement le contenu textuel, on n'y apporte aucune modification d'ordre de contenu. On va transformer ces fichiers dans un format pivot à partir duquel on va pouvoir adapter l'audio et texte synchronisé, les grands caractères en PDF et en EPUB personnalisable et le braille numérique. Donc ça, alors, les maisons d'édition ont cet accès-là et également, on a un peu digressé dans la digression comme d'habitude. Typiquement, les auteurs, s'ils souhaitent nous et notamment fournir. les auteurs indépendants qui nous écoutent, qui assez nombreux, s'ils ont envie de figurer au catalogue, donc ils peuvent vous contacter tout à fait. Directement pour proposer leur titre. Oui, c'est tout à fait possible. Les auteurs indépendants qui sont en auto-édition peuvent tout à fait nous envoyer leur bon à tirer ou leur version PDF finale ou EPUB finale, et nous, on peut adapter à partir de leur fichier. Et effectivement, en plus s'ils sont hors maison d'édition, là c'est directement avec eux qu'on va avoir contact, et on est toujours très content d'avoir contact avec les auteurs et autrices. Okay. Et vous recherchez particulièrement des titres ou des genres ou des... Nous, tout nous intéresse, puisque pénurie de lecture, il faut savoir que pour les personnes qui ont des handicaps de lecture, aujourd'hui on estime qu'il n'y a que 10% de l'offre éditoriale qui est accessible pour ce public, en tout. Donc, admettons, en Suisse, on édite environ 10 000 livres, enfin 10 à 12 000 livres par année, on va dire 11 000 en moyenne. Et il n'y a que 10% de ces livres qui sont accessibles. Et dans certains genres, en fait, il n'y a rien du tout. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si on va dans les livres de voyage, il n'y a rien. C'est pas adapté.
La littérature de genre, on a certaines choses, mais on n'a clairement pas tout. On a surtout les grands classiques de la science-fiction. Oui. Voilà. Et là, pour le coup, on a vraiment les grands classiques. Alors, on n'a pas que, mais Asimov, on les trouve. Asimov, on les trouve. Mais effectivement, après, d'autres, on les trouve moins, quoi. Et clairement, c'est moi qui adore ce genre, qui adore la fantasy, et puis qui aime beaucoup lire de manière générale, qui suis pas trop difficile dans mes choix de lecture. C'est vrai qu'il y a des manquements, je trouve pas tout. Et puis le problème des fois aussi qu'on a, c'est que parfois les bibliothèques font parfois de l'adaptation à la demande. Donc des fois, on se retrouve avec un titre adapté, genre le 4e tome de je sais pas quelle série, puis en fait, on n'a pas les autres. C'est super. Ah ouais, et je fais comment pour trouver les autres? Alors après, il faut que je combine avec d'autres plateformes, etc. Après, généralement, elles essaient de pallier à un moment donné ou à un autre et puis d'adapter les tomes manquants, mais ça peut des fois prendre du temps. Ouais, puis tout ça se fait un peu à la main, quoi. Donc, en tout cas, pour les bibliothèques qui adaptent en voix humaine, ça se fait avec des gens, donc ça prend du temps, c'est normal. Toi qui as eu accès aux deux, tu vois plus de différence maintenant. Si vous êtes parti sur l'adaptation en voix IA, c'est par, j'allais dire facilité, mais c'est surtout sur le volume ou la qualité, elle est pour toi. Alors franchement, la qualité, elle est nettement meilleure qu'il y a quelques années en arrière, et je pense que... Ça c'est sûr, mais comparé à une lecture humaine. Franchement, moi j'aime bien écouter les deux. Après, le problème de la lecture humaine, un des problèmes que moi je vois à la lecture humaine, c'est que des fois t'as pas le choix du lecteur ou de la lectrice. Donc si pour le coup tu veux lire un livre et que la personne qui le lit, elle a pas une voix qui te convient, ou que t'aimes pas la personne qui le lit, tu vas pas le lire en fait. Et alors tu veux dire qu'avec l'IA tu peux changer la voix? Avec l'IA, selon quoi tu peux changer la voix. Et puis alors nous pour le moment on en propose une de voix, mais à terme on a l'intention d'en proposer plusieurs, c'est clairement un enjeu. Et puis si tu télécharges nos livres en DAISY texte ou en DAISY texte et audio synchronisé, tu peux choisir la voix sur le logiciel aussi. Au moment de la lecture. Au moment de la lecture. Donc du coup ça te laisse quand même un panel un peu plus large que la voix spécifique de la personne qui a enregistré. Ouais, si la voix de Pénélope te plaît pas, tu peux choisir Samantha. Ce qui est pas mal. Ça reste comme de pour la... le GPS. Honnêtement, ça reste encore de la voix de synthèse, mais je pense que dans les années à venir, c'est pas du tout de la voix métallique, c'est agréable à écouter. Ça donne tout à fait les intonations d'interrogation, d'exclamation, ça fait les pauses au bon moment, etc. Franchement, moi j'ai du plaisir à écouter ça. C'est une question d'habitude. Quelqu'un qui n'a jamais écouté en voix de synthèse, je pense pas que du jour au lendemain cette personne va se dire waouh, trop génial, un livre en voix de synthèse. Mais quand je vois ce qui se fait dans les voix anglaises aujourd'hui, où on est incapable littéralement de discerner si c'est une voix de synthèse ou pas. Mais il y a les voix clones maintenant. Ah oui, non, mais c'est une évidence que anglais, ça va venir en français aussi. Et puis à ce moment-là, là l'enjeu c'est la puissance de calcul pour pouvoir enregistrer des bouquins vraiment à la volée et puis de manière exponentielle et dans une grande proportion en fait. Alors c'est vraiment intéressant parce que ça donne une vision de l'IA, comme tu disais en début d'épisode, qui est toujours décriée et sur laquelle on dit beaucoup de choses négatives. Mais là, je le vois comme quelque chose d'assez positif. Parce que ça AI permet, for good, comme dirait l'autre. Malgré tout, parce que c'est soit ça, soit rien. Donc, et c'est qualitatif. Donc, finalement, c'est quand même quelque chose de C'est des LLM positif. Que vous utilisez? Non, alors on utilise en l'occurrence aujourd'hui au moment T une voix commerciale parce qu'il y a certaines entreprises qui sont spécialisées dans ces voix. En francophonie, on en connaît en tout cas 2 grandes qui sont Voxygène et Acapella. Après, il y en a encore une troisième dont le nom m'échappe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, au moment T, on utilise une voix commerciale, mais un de nos objectifs, c'est clairement de faire de la recherche et développement et de développer les nôtres propres, en fait. D'une part, parce que les sociétés qui éditent les voix commerciales ne sont pas forcément philanthropes et que ça coûte quand même assez cher d'employer ces voix. Et d'autre part, parce que ça nous permettrait aussi à un moment donné de nous affranchir du modèle commercial et puis peut-être de développer des choses de manière plus avancée.
D'un point de vue du financement, vous fonctionnez comment du coup? Parce que tu parles de coûts. Alors, nous, on est essentiellement en fonctionnement de recherche de fonds par fondation, par donation, par mécénat, parce que forcément, faut savoir qu'il n'y a aucune personne salariée dans l'association à l'heure actuelle. Donc, l'idée, c'est de lever un maximum de fonds en passant par des structures qui peuvent nous financer par projet. D'accord. Et puis évidemment on a nos membres actifs qui payent une cotisation annuelle sympathique selon si tu es membre individuel ou collectif. Le membre individuel c'est 40 francs par an, donc ça ne nous fait pas vivre. Et puis membre collectif ça ne nous fait pas non plus vivre non plus, mais ça c'est déjà un peu plus conséquent, c'est 150 francs par an. Mais l'idée c'est du membre de soutien. Et puis nous ce qui nous intéresse aussi, l'association donc c'est Plein Accès, Suisse en l'occurrence pour la Suisse. Et l'idée c'est aussi de mêler les gens de différents milieux, notamment éditoriaux, les auteurs et les autrices, les personnes concernées par les handicaps de lecture, parce que justement on veut que cette association soit un reflet de la mixité de la société et puis pouvoir travailler avec les membres actifs, quel que soit leur milieu et leur accointance avec la culture de manière générale. Oui, donc c'est ouvert, l'association. Ah oui, tout à fait. À tout le monde, toutes les personnes intéressées par la problématique, même si elles n'ont pas de handicap. Alors, il y a un dernier point, parce que... Un autre point. Qui est le podcast, parce qu'il y a quand même cette autre activité de Mona Lire, c'est Mona le Lira, podcast c'est juste. Mona Lira. Alors, est-ce que tu veux nous... c'est assez récent, le podcast. Il y a actuellement, alors là, à l'heure où on enregistre, à savoir en mai 2025, il y a combien d'épisodes en ligne? 5 épisodes. Le 5e devait être en ligne aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps de le poster. À cause de nous qui avons... il y a 4 heures de train dans la même journée, mes amis, pour venir discuter avec vous. Un immense merci de t'être déplacé. Alors, mais de toute façon, d'ici que notre podcast soit diffusé, il y aura les 5 épisodes. Ah oui, il y en aura même 6, parce que si vous le diffusez en juillet, on aura fini tout le semestre. Parce que c'est un épisode donc par mois. Tout à fait. Alors, je connais bien parce que j'ai eu l'immense honneur d'être une de tes invitées, mais est-ce que tu veux bien nous parler un petit peu de ce super podcast? Mais avec grand plaisir, Catherine. Donc, Mona Lira, le podcast, l'idée a germé en novembre 2024, enfin même octobre, où on s'est dit, mais en fait, ce serait super d'avoir un support de médiation qui soit ouvert de nouveau à l'ensemble des personnes qui aiment lire et qui ne créent pas de ségrégation. On s'est dit, le podcast, c'est super. Et l'idée, c'est de visibiliser un auteur, une autrice, une personnalité du monde littéraire une fois par mois. Et comme on est des gens ambitieux, on s'est dit qu'on allait enregistrer ça le dimanche de 17h à 18h. Se faire suivre d'un club de lecture informel qui, lui, n'est pas enregistré, mais qu'on peut suivre, comme le podcast d'ailleurs, en direct, soit en présentiel sur place à Genève, sur inscription, c'est gratuit, tout est OK, soit à distance, à l'heure actuelle, via Zoom, probablement à partir de 2026, sûrement sur YouTube, mais pour le moment, on a fait ça via Zoom. Et l'idée est que les gens puissent intervenir, en fait, pendant le direct, en envoyant des questions, des observations, en réagissant sur le groupe WhatsApp dédié au podcast pendant le direct, groupe WhatsApp sur lequel, en l'occurrence, j'ai toujours un œil puisque c'est moi qui anime le podcast. Et du coup, au fur et à mesure de l'échange avec l'auteur, l'autrice autour d'un roman qui est dans l'actualité, parce que ça aussi c'est important, on essaye de faire venir les auteurs et autrices pour parler de livres qui sont dans l'actu et qu'on a adaptés, parce que l'idée est que ça puisse parler aux gens qui ont lu le livre en version imprimée,
ou audio du commerce classique et aux gens qui l'auraient consulté via notre médiathèque ou qui le feront post-podcast. Et du coup, j'ai fait une phrase tellement longue que je me rappelle plus. Le début. Voilà, exactement. Mais l'idée, c'est que ce soit interactif et ouvert à tout le monde. Typiquement, sur Zoom, on le fait en direct parce qu'il y a la transcription automatique aussi et il y a le sous-titrage instantané qui permet aux personnes potentiellement malentendantes de pouvoir suivre le direct en suivant correctement. Et ça, c'est hyper important. D'ailleurs, un des slogans qu'on a trouvé pour le podcast, c'est parce que la lecture est une passion qui rassemble, quelle que soit notre façon de lire. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important, c'est de miser sur ce qui rassemble les gens et pas sur ce qui les sépare, en fait. C'est vraiment le credo, je pense, de toute ta démarche. Hein. Complètement. Ouais. Et donc des auteurs suisses, peut-être pas. Aujourd'hui que suisse, mais on serait très content d'en avoir d'autres. Hein. On peut, même ailleurs, même si on le faisait depuis Bulle, on serait content d'avoir des auteurs et autrices français ou français. Mais c'est vrai que. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, on a aussi fait ce choix parce qu'on travaille aussi assez étroitement avec les maisons d'édition romandes et que la littérature suisse n'est pas forcément toujours extrêmement mise en avant alors qu'il y a beaucoup de qualitatifs et que, étant implanté en Suisse romande, on trouve aussi intéressant de se lancer dans le podcast, en tout cas à l'heure actuelle, avec des auteurs et autrices suisses, mais on est tout à fait ouvert à accueillir des auteurs et autrices français et françaises. S'ils sont d'accord de faire le bout de trajet pour venir enregistrer, mais un jour peut-être qu'on pourra enregistrer aussi à distance. Bon, après, tout est ouvert. Alors c'est de toute façon quand même super de recevoir aussi les auteurs et les autrices suisses parce que ça fait découvrir des romans, comme tu dis, qui sont peut-être moins mis en avant sur les différentes plateformes ou même en librairie, y compris en Suisse. Oui. Donc ça fait découvrir et en effet à tous. Donc c'est vraiment un podcast qui est très agréable et pour y être allé, en plus, il y a vraiment une ambiance un peu comme sur du haut de plume, on est très détendu, on est sur un canapé, il y a des petits chocolats à disposition, on est très bien reçus. Oh, ça fait plaisir, merci Catherine. On se donne de la peine. Hein. Alors, absolument, non, mais j'avais passé un très bon moment sur le canapé du podcast Mona Lira, donc on lui souhaite longue vie. Oui, moi je souhaite longue vie à Du haut de plume également parce que c'est très agréable et c'est au moins aussi chill que sur mon canapé. Alors, ouais, sur nos grosses chaises quand elles ne tombent pas. Voilà. J'allais dire qu'ils se sont maintenus à bonne hauteur pendant toute la durée de l'enregistrement, donc tout va bien. On progresse, tu vois. Oui. Je pense qu'il y a une chose aussi qui est importante à mentionner parce que ça me tient particulièrement à cœur. Nous rémunérons les auteurs et les autrices. Absolument. Et ça, je trouve que c'est vraiment, vraiment important parce que, mon Dieu, j'ai entendu un nombre impressionnant de remarques par rapport à ça, mais que n'ai-je entendu de remerciements des personnes qui sont venues à notre podcast en disant mais merci, vous êtes une des structures que personne ne connaît presque, ou que peu de gens connaissent. On nous connaît de plus en plus quand même dans le milieu, mais vous avez des pratiques irréprochables à ce niveau-là, en fait. Absolument. Oui, ça c'est certain que alors ça n'est pas l'unique motivation. Et heureusement, j'imagine bien, mais c'est vrai que c'est important. C'est vrai que ça nécessite c'est une reconnaissance c'est une prestation pour l'auteur aussi. Et il faut le dire, en Suisse romande, je pense que les auteurs et les autrices sont relativement mal payés pour leur travail de manière générale. On vit rarement du métier d'auteur ou d'autrice dans notre pays, et c'est vrai que si les structures qui créent de la médiation culturelle avec vous peuvent vous reconnaître à votre juste valeur aussi, pas seulement en mettant en avant votre travail, mais en vous rétribuant à votre juste valeur, ça me semble aussi quelque chose d'important. Bien, bravo, merci beaucoup. Bravo et merci, on peut dire que... Merci à vous pour votre travail, pour vos écrits, pour vos romans qu'on se réjouit de découvrir et de rendre accessibles pour ceux qu'on n'a pas encore rendus accessibles. Toutes ces fleurs, il faut que tu arrêtes. Ah non, mais non. C'est ça, tant d'amour. Alors, on arrive gentiment au terme de l'épisode. Est-ce que tu as un mot de la fin ou quelque chose, un appel, un message peut-être pour les auteurs, pour les éditeurs ou pour les lecteurs qui nous écoutent ? Alors, j'ai envie de dire que si il et elle souhaitent découvrir notre travail, parce que le podcast sera diffusé beaucoup plus tard, donc non, en fait, ça n'a aucune espèce de sens. Si vous le diffusez
avant septembre, nous serons présents au festival Livre en Fête à Charmey, donc pas très loin de la région, où nous tiendrons stand pendant 2 jours, les 20 et 21 septembre, si j'ai bonne mémoire, qui est samedi et dimanche. Il sera diffusé avant. Et du coup, on enregistrera pour la première fois un épisode de notre podcast en direct du festival. Excellent. Oh, ce sera le dimanche. Délocalisation. 21. Avec un programme spécial. Ouais. On peut savoir. Tu nous teases. Non, parce que je ne peux pas teaser encore, j'ai pas le droit. Voilà, nous, on le saura. Mais vous le saurez, je vous le dirai en off. Mais du coup, le dimanche 21 septembre à Charmey, et on y sera, nous, les 2 jours du festival avec un stand de notre médiathèque. Et on n'a pas de podcast pendant l'été. On fera plein d'autres choses sur les réseaux, probablement en préparation de la rentrée littéraire accessible. Puisque oui, on est les seuls qui avons... Enfin, on est les seuls. Nous avons lancé la rentrée littéraire accessible en Suisse romande à l'été 2023. Et on continue à le faire avec de plus en plus de maisons d'édition. Donc j'ai envie de remercier et les auteurs et RIS et les maisons d'édition qui nous font confiance de plus en plus, parce que grâce à vous et grâce à elles, on arrive à rendre de plus en plus de livres accessibles dès leur sortie librairie pendant toute la période de la rentrée littéraire entre août et octobre, et ça depuis 2 ans et bientôt 3. Excellent, bravo. Et ça, c'est vrai que c'est magnifique, parce que les sorties, quand on en entend parler, en plus les nouveaux livres, les stars de la rentrée littéraire, je peux comprendre qu'on a envie de les lire tout de suite. Et puis quand il faut attendre l'adaptation pendant un an et demi, c'est un peu rude. Non, alors bon, là tu es mauvaise langue, Catherine. Ils adaptent quand même beaucoup plus vite qu'un an et demi, heureusement. Je ne sais pas. Sinon, on serait vraiment très très triste. Mais c'est vrai que ça dépend le nombre de livres. Les gros best-sellers sont des fois adaptés rapidement. Après, c'est vrai que on les adapte. Pas moyen de les adapter tous en voix humaine. Oui, mais ça, c'est sûr. ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Mais les gros titres sont généralement adaptés. Il faut, mais après, on n'a pas le loisir de découvrir les pépites. Donc, c'est vrai. Et celles des petites maisons d'édition aussi, parce qu'il y a des grosses pépites dans les maisons d'édition aussi, les petites. Absolument. Avant qu'on se quitte, Céline, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te trouver, trouver l'association sur les réseaux, le site internet, ces détails-là? Tout à fait, avec grand plaisir. Donc Mona Lira, on la trouve sur www.monalira.org. Comme Mona Lisa, mais c'est Mona Lira. Et du coup, on la trouve aussi sur Facebook, on la trouve sur LinkedIn, on la trouve sur Instagram, on la trouve sur TikTok où nous n'avons encore rien publié, et sur YouTube où nous avons également nos podcasts. Et nos podcasts se retrouvent sur l'ensemble des plateformes d'écoute usuelles. On a Spotify, Apple Podcasts, YouTube, Deezer, etc. Sous le même nom? Sous Mona Lira, le podcast. Okay, donc on nous trouve. Donc abonnez-vous, allez écouter, allez mettre des likes, les mêmes likes que vous mettez pour Duo de Plume, aussi pour Mona Lira. Ah oui. On vous mettra toutes les références qu'on a évoquées dans les notes. Et je me tourne vers le responsable des notes. Cyril vous mettra toutes les références dans les notes du podcast. Et un grand merci, Céline, pour les 4 heures de train, d'avoir accepté d'être notre invitée. C'est passionnant et ça nous tenait à cœur de t'avoir pour que tu puisses présenter un petit peu l'association et tout ce que vous faites au travers de l'association. Donc, grand merci. Et merci beaucoup à toi. C'était un super moment. Un grand merci à vous deux, parce que c'est sur votre invitation que je suis là. Et donc, je ne regrette pas du tout mes 4 heures de train. C'est très pratique, le train. On peut lire dans le train. C'est vrai. On peut travailler un peu de c'est vrai. Et puis, nous, on se dit à dans 15 jours. À dans 15 jours. Salut, Catherine. Salut, Céline. Ça peut tout changer, parce que ça crée du lien, et un lien qui dure longtemps. Un texte, c'est un ruisseau, par moments il est très lent, par moments il va très fort. Vous les abrutis de marcheurs au pas de loi que vous êtes devraient lire les livres au lieu de les brûler. Mais vous couchez avec tous vos auteurs, dites-moi. Je ne bosse plus du tout avec des connards.